France Maghreb 2. Bon, mais pour ce 12 novembre, plus de 40 000 personnes selon les organisateurs mobilisés dimanche lors de la marche contre l'islamophobie. Pensez-vous que cela va avoir une incidence sur le traitement médiatique réservé à la question de l'islam? On en parle dans un instant avec Gamal Abina, avec Rudy Kazi, avec vous au 01 40 33 9000. Vous avez beaucoup voté, vous pouvez continuer d'ailleurs sur Facebook France Maghreb 2 pour nous donner votre tendance, sur Twitter, le grand forum FM2. On va parler d'un film qui va être projeté demain d'ailleurs en avant-première en banlieue parisienne à Aubervilliers. Le film s'appelle La Cité Politique, un film de la réalisatrice Florence Gatinon-Saillon, un film dans lequel est présent l'un de nos chroniqueurs, Nassim Lachlache. Elle sera là pour nous en parler tout à l'heure. Nous vous invitons d'ores et déjà à cette avant-première. Demain, on en parlera avec elle. Le zapping, bien entendu, et le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour vos 2 heures de liberté d'expression quotidienne. C'est le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2, évidemment, et nulle part ailleurs. Le Grand Forum, Christophe Fro, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, on est là, messieurs, dames, et on a vu les premiers flocons de neige cet après-midi à Paris. Oh, que ça nous donne un beau paysage sur Paris. Bon, ça va pas durer longtemps. Tout va bien, je l'espère. En tout cas, ravi de vous retrouver. C'est mardi, nous sommes le 12 novembre, et aujourd'hui, on a une belle émission en perspective avec 2 grands garçons que sont monsieur Rudy Kazi. Salut Rudy. Salut. En train de finir son repas de midi ou d'hier soir, on sait pas lequel. Gamal Abina, salut Gamal. Salut Christophe, salut Rudy. Front républicain pour l'ami Rudy. Force républicaine. Force républicain. C'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas front, force, oui. Ouais. Force républicain. Le week-end a été agité. Ah, absolument, très agité. Gamal Abina, c'est lui MDC. Ouais, toujours le même. Ah, toujours le même, hein. Voilà. Ouais, toujours MDC en sommeil, toujours. Toujours en sommeil, mais il se réveille bientôt parce que je prépare un gros coup. Bon, très bien, formidable. Nous aurons une invitée tout à l'heure. Il sommeille pas, hein, Gamal. Hein. Non, on aura la réalisatrice du film la Cité de la Politique, qui va être projetée demain en avant-première. Et dans ce film, en fait, c'est le portrait de 4 personnes issues de quartiers populaires, de banlieues, qui sont investis la politique. Et parmi ces 4 personnes qui figurent dans ce film, un certain Nassim Lachlache qui est de chez nous. Et on aura donc la réalisatrice de ce film tout à l'heure qui sera avec nous. Et Nassim Lachlache à qui on passera évidemment un petit coup de fil tout à l'heure. Pour l'heure, retour sur cette marche historique. Oui, plus de 40 000 personnes selon les organisateurs mobilisées dimanche lors de la marche contre l'islamophobie. Pensez-vous que cela va avoir une incidence sur le traitement médiatique réservé à la question de l'islam? C'est la question que je vous posais. Ça a beaucoup voté. Vous répondez oui à 34%. Donc pas franchement convaincu que ça a un quelconque changement. Alors vous m'appelez pour l'heure au 08 92 23 99 50 étoile 1. On est en train de réparer le standard pour que ça soit nickel au cours de cette émission. Donc en attendant 08 92 23 99 50. D'abord un petit retour en arrière. C'était dimanche. Belle manifestation. Tu y étais, Gamal? Oui, absolument. Alors le sentiment général. Bon, déjà, c'est une réussite dans la mesure où effectivement ils ont réussi à mobiliser beaucoup de monde par rapport à cette question, même des extrêmes en l'occurrence, Mélenchon qui n'était pas forcément favorable. C'est une réussite dans le sens où le buzz a bien fonctionné, le bad buzz comme on l'appelle. Ça a permis d'agréger encore plus de monde autour et contre la manifestation, donc ça fait toujours, c'est toujours positif. Et puis surtout c'est une réussite parce qu'il faisait pas très beau, que c'était difficile de sortir dans des conditions comme celle-là. Mais indépendamment de ça, j'ai envie de dire que c'est une réussite parce que tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle, oui. Effectivement, ça rappelle une célèbre émission. Absolument. De Thierry Ardisson. On s'est compris. Voilà. Alors, oui, tout le monde en parle, mais est-ce que finalement, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va créer une incidence sur le changement du traitement de l'islam dans les médias, par exemple? Moi j'ai un copain qui dit très bien, je ne donnerai pas son nom par respect pour lui parce qu'il n'est pas forcément obligé d'être reconnu, il dit très bien une chose, il dit que malheureusement les arabo-musulmans, pour faire large, donc ça prend très large jusqu'aux Africains, on le souffle court. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'ils font de belles actions très fortes, effectivement, mais malheureusement, le lendemain déchante. C'est-à-dire qu'en règle générale, dès que l'émotion s'en va, dès que l'actualité passe, à ce moment-là, les actions trépassent. Et c'est dommage parce que j'espère que ce sera pas le cas là. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis qu'en règle générale, toutes les actions ont conduit souvent soit à une récupération politique, c'était à craindre comme en 83, soit tout simplement à un essoufflement du mouvement. Alors la configuration n'est pas tout à fait la même quand même qu'en 1983, il faut l'admettre. En 83, effectivement, vous avez cette belle marche qui est partie de Marseille, si je ne m'abuse, c'est ça, ouais. qui est arrivée à Paris.
et qui ensuite, Libération a titré la marche des beurs. Hein. C'est surtout de Lyon que c'est parti parce que ça a commencé. Oui, de Lyon aussi. Oui, l'initiative était lyonnaise, mais le convoi il est parti. Un des convois est parti de Marseille, mais c'est Toumi Djadja qui est donc un Algérien, enfin d'origine algérienne, qui était fils de Harki, qui s'est fait tirer dessus, qui a failli mourir. À l'époque, on tirait beaucoup sur les Maghrébins. C'était vraiment l'époque des post-Algérie française. D'ailleurs, en 83. 30 meurtres ou assassinats à caractère raciste dans la même année, 1983. C'était vraiment les années de folie. Avec le pic, effectivement, ce Français d'origine algérienne qui était... C'est pas le pic, lui, c'est celui qui s'est réveillé. Jeté dans les rails. Ça c'est après 86, mais ce qui se passe c'est que Toumi Djadja, quand il se fait tirer dessus, il est français. 83. Non, c'est 86. Non, c'est 86. Si, j'ai revu encore le reportage de Lina. Ouais. Avec le train d'enfer. Ouais. Par les jeunes qui étaient enrôlés par comment s'appelle là, par la Légion étrangère. Oui, je vois très bien. Ouais. En tous les cas, lui, il naît français, il est harki, son père s'est battu pour la France, il se fait tirer dessus. Le choc est d'autant plus conséquent qu'il se rend bien compte que sa couleur reste le marqueur. Et à partir de là, il se rallie avec le père, avec un père chrétien. Le père Lelon, si je ne me trompe pas, et il décide de faire une fameuse marche qui démarre avec très peu de personnes au démarrage et qui finit par aboutir à Paris, Bastille, 100 000 personnes. Et c'est à ce moment-là qu'au départ c'est une vraie réussite, indiscutablement, parce que c'est une marche populaire, et que malheureusement elle sera confisquée par la gauche et Mitterrand, qui va instrumentaliser ce mouvement pour créer derrière SOS Racisme. SOS Racisme, touche donc pas à une mon véritable arnaque avec touche pas à mon pote. Et ils font payer cette conscientisation. SOS Racisme, en fait, parce qu'il ne s'agit pas de venir au secours du racisme en réalité. Oui, c'est ce que mais alors revenons à 2019 parce que c'est important effectivement d'avoir des repères d'histoire, hein, c'est très important. Mais cette marche, est-ce qu'elle est historique en tant que telle, Rudy? En fait, j'ai pas envie de décevoir mes amis maghrébos, musulmans, etc. Mais en réalité, non, elle est pas historique. C'est-à-dire, on sent pas que cette marche a réussi à élever, on va dire, la problématique de l'islamophobie, ou plutôt même pour parler en fait de l'anti-islam, à un niveau de remise en question nationale qui aurait effectivement donné un retentissement historique à cette manifestation. Et malheureusement, donc ça me permet aussi de répondre à la question, donc au sujet de est-ce que cela va permettre à ce que le traitement médiatique soit plus en faveur, on va dire entre guillemets, donc de cette lutte contre l'anti-islamisme ou contre contre les musulmans. Pourquoi moi je ne pense pas que le traitement médiatique va changer. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a ce qu'on appelle des altérités en sociologie, c'est-à-dire en fait des expériences de vie qui donnent en fait un caractère normatif à une perception que l'on peut avoir et qu'on va transmettre à son entourage. Et j'ai l'impression que et c'est pas qu'une impression, parce que ça a été effectivement notifié par beaucoup d'observatoires contre la discrimination, etc., que dans les médias et on va dire le monde médiatique en général, si on pousse les murs jusque dans le cinéma, etc., va avoir tendance à avoir des altérités concernant les populations maghrébines et africaines en général. En ce qu'elles sont héritées, on va dire, d'une certaine perception venue de la colonisation, et même on peut remonter à l'esclavage pour certains, mais surtout au niveau de la colonisation, parce que dans cette période de colonisation, c'est aussi une période de développement économique à tous les niveaux, que ce soit à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, avec la révolution industrielle en Europe, oui, en Europe, et donc du coup qui a corrélé avec peut-être l'affirmation d'une pensée raciste qui a été aussi entériné par d'une part l'Église catholique fut un temps, et ensuite par on va dire la communauté scientifique en général, qui elle a vraiment pour le coup le 19e siècle était un siècle scientifique et qui a vraiment entériné le racisme sur le plan scientifique, etc. Et donc on a un peu le réceptacle de cette ancienne société. Et force est de constater que la France en général et les Français entre guillemets de phénotype blanc ne sont pas convoqués sur le banc, en fait, on va dire du questionnement et de la remise en question par rapport à un modèle de société ancien, mais dont on a hérité aujourd'hui, même si il y a en fait une vision on va dire plus sociale en France aujourd'hui, qui pousse à faire reconnaître, mais d'un point de vue individuel, toutes sortes de souffrances que l'homme peut connaître. C'est l'universalisme entre guillemets
guillemets individuelle de la souffrance. Donc tant que pour moi on n'est pas arrivé en fait à interpeller la France dans ce qu'elle est de plus dans ce qu'elle est de plus profonde, à savoir des êtres humains qui se questionnent sur ce qu'on a fait aux êtres humains, il y aura pas cette remise en question générale qui nous amènera une sorte de torpeur en fait, comme on a pu le voir effectivement aux États-Unis. Je reviens souvent sur cet exemple, la marche des droits civiques, où effectivement le monde entier a été interpellé à une époque où la télévision se développait beaucoup, de voir des Noirs sur le pont d'Alma, de Selma, pardon, se faire littéralement tuer par la force policière. Donc voilà, et en même temps, pardon, j'étais un petit peu long dans cette réponse. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai réfléchi sur beaucoup d'éléments, et j'ai même l'impression que dans les médias, on a acquis une certaine expérience dans la manière de traiter cette actualité, et en la dénuant d'un certain sens moral, d'un certain sens sentimental. En fait, ça nous touche plus. C'est bizarre quand même. Mais pour répondre à la question, je te répondre rapidement. Tu veux qu'on accueille Fatima quand même? Ah oui. Fatima, bonjour. Pardon, bonjour, Fatima, bonjour Fatima. Bonjour à vos invités. Moi, ce que je voulais dire, j'ai été à la marche. J'ai cherché les frères musulmans partout, je les ai pas trouvés. J'ai trouvé une Oumma rassemblée. C'était très beau, il y avait beaucoup de monde. Et peut-être sur le point médiatique, ça va pas changer grand chose, parce qu'on sait très bien qui tient les médias. Mais je suis sûre que les partis politiques, ceux qui ont boycotté. Allô Christophe, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Fatima. On vous entend. Voilà. Oui, bien sûr. Ceux qui ont boycotté cette marche, ils ont du souci à se faire en voyant ça. Ça, c'est le début, qui est, comme on dit en arabe, donc j'espère qu'on va s'organiser et qu'on va à chaque fois leur faire ça et s'organiser surtout pour les élections. Et surtout pour les élections. Ça commence là, ils veulent faire interdire les partis à tendance communautaire, hein. Vous savez que ça commence. Ils en ont parlé entre Castaner et... On va pas demander la burqa ni la charia. Ouais. Les gens, les partis communautaires, c'est pas communautaire, c'est des partis français. Fatima. Seulement, il faut que ça soit des gens qui nous représentent comme nous. Question que j'ai à vous poser, Fatima. Est-ce que le fait qu'il y ait toute la panoplie de l'extrême gauche ne nous a pas posé problème? Non, ça m'a pas posé problème, parce que comme les libertaires et les anarchiques et tout, ils sont venus pour la question du racisme. Ils sont pas venus pour la question de l'islamophobie. Oui, la marche était stop. Certains journalistes, ils étaient en train d'interviewer que les femmes en foulard, les femmes qui portaient le foulard. Donc j'ai dit qu'on n'est pas là on n'est pas là juste pour le foulard. On est là pour être respecté, pour ne pas être insulté H24 sur les télé-radios, sur les plateaux. Et donc voilà. Et moi, j'étais très contente de cette marche. Bon, formidable, Fatima. Je ne m'attendais pas à tout ce monde. Bon, merci beaucoup en tout cas, Fatima. Voilà. Et à la prochaine alors, prochaine marche. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Est-ce que justement, je voudrais répondre à l'histoire de l'historicité, enfin de dire est-ce que c'est une marche historique ou pas. Est-ce que c'est une marche historique, c'est ridicule même de le penser. On peut pas dire c'est historique parce qu'on n'a pas le recul pour le dire. Ce qui marque le caractère historique d'un événement, c'est effectivement son impact dans la durée et non pas dans l'instant T. C'est une marche importante, c'est une marche transversalité. Absolument. C'est-à-dire que ce qui dira que c'est historique, c'est historique en ça que il y avait quand même selon les organisateurs 40 000 personnes, selon l'institut indépendant là, comment il s'appelle d'ailleurs, 13 500 personnes. Occurrence, voilà. Occurrence, c'est un cabinet privé de comptage. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a été saisi par plusieurs médias dont on sait pas vraiment lesquels. Alors que BFM a parlé de 25 000 à un moment dans la journée, j'ai regardé. Ouais, c'est probable. Et ça, c'est les chiffres justement de Occurrence. Ouais. Okay. Occurrence, Occurrence, ça restait toujours sur 13 500 à la fin. Et surtout, ce qui est intéressant à constater, c'est que d'habitude dans les manifestations, les médias parlent du chiffre de la préfecture de police et des organisateurs. Là, les organisateurs étaient complètement boycottés, bâillonnés. Les 40 000 annoncés par Majid Messaouden à la fin de la marche, puisque ça a été lui le premier à prendre la parole, parlait de 40 000. Bon, un chiffre un peu surévalué, peut-être. Hein. Je pense que il est pas venu pour compter la marche, il était devant, donc il pouvait pas compter le nombre de personnes. Non, mais bon, il y a des gens qui l'ont fait. Oui, enfin bon, c'est des estimations. Pour donner une petite histoire. Que ce soit 20 000 ou 40 000, de Philippe Auguste. Vous voyez où se trouve
Philippe Auguste. Jusqu'à la Nation, c'était plein à craquer. Voilà. Donc après, il suffit de faire un petit comptage au mètre carré, etc., machin. Ouais. Bon, on va dire qu'on était grosso modo entre 20 et 30 000. Sachant que beaucoup de partis ont emmené aussi du monde avec eux. Bien sûr, c'est sachant aussi qu'il y avait beaucoup de mosquées qui ont affrété des cars, de France et de Navarre. Il y en avait de 45, de partout en France. J'ai pas vu. Bref, il y avait du monde. En tout cas, c'est sûr que là, parmi les gens qui étaient là, la majorité des gens qui étaient là, ils sont venus évidemment parce qu'ils en ont marre, en fait, de ce qu'on parle d'eux à longueur de journée. La marche, elle a été ultra médiatisée, même si on en a parlé en mal. On en a parlé toute la semaine. Pourquoi? Parce que Mélenchon était là, parce que Besancenot était là, parce que Benoît Hamon était là, même s'il a été très discret pour le coup. Voilà pourquoi on en a parlé. Mais je voudrais faire une comparaison. Nous, on a organisé un rassemblement à Nation, avec 3 jours de publicité, on a fait 3000 personnes. Ça signifie qu'effectivement, s'il y a eu 20, 30 ou 40 000 personnes, ça reste... Sans politique. Oui, sans politique, bien sûr. Oui. On était seuls, mais c'était que des militants, là, pour le coup. Avec des moyens ridicules. Je veux dire, on n'avait pas eu le bad buzz dont a bénéficié la marche en amont. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné parce qu'effectivement, on était en plein cœur de l'émotion, parce que ça faisait suite aux attentats de Bayonne. Ouais. Enfin, à l'attentat de Bayonne. Mais pour être très précis, c'est pour ça que le caractère historique ne peut pas être révélé maintenant. Il sera peut-être historique, c'est possible. Moi, je ne nie pas que c'est possible ou pas. Mais une chose est certaine, c'est que ce qui est comparable, c'est le 83 qui a amené 100 000 personnes sans moyens, sans réseaux sociaux, sans médias en amont au départ. Probablement même plus, Au moins 100 000 personnes à Paris. Et c'était spontané. Et c'était contre le racisme et essentiellement pour l'égalité et contre le racisme. Et la marche d'aujourd'hui, on constate quand même s'il y a des bus qui ont été affrétés. Moi, je les ai pas vus, ces bus, mais c'est possible aussi. On est 6 millions de musulmans en France. Les gens qui sont contre le racisme sont encore plus nombreux, je l'imagine. Et on a 40 000 personnes à Paris dans des conditions difficiles. Il faisait froid, mais quand même 40 000 personnes à Paris. C'est une réussite compte tenu des moyens. C'est un échec compte tenu de la masse qui est concerné par les problématiques qui nous intéressent. Ouais. Alors on va accueillir Mohamed qui nous appelle de Lyon. Bonjour Mohamed. Bonjour tout le monde. Ça va? Écoute, ça va très bien Mohamed, on t'écoute. Écoute, déjà premièrement, franchement, je suis fier de faire partie de cette communauté, si on peut dire ainsi. Mais bon, je le dis quand même. Bravo à vous, parce que je sais que vous étiez, moi j'étais présent, en tout cas il y avait beaucoup de monde. Et juste pour dire que voilà, on a passé 3 semaines à diaboliser, à stigmatiser, vraiment, ils ont tout fait pour tout salir. Voilà. Ils ont vraiment employé vraiment des termes, et les pires termes crasseux, si je peux me permettre. Vous êtes venu de Lyon, Mohamed? C'est ça? Comment? Vous êtes venu de Lyon? Ah ouais, moi j'étais à Paris, j'étais à Paris. J'étais même c'est bien. La fois le dimanche à la place de Nation, là. J'étais là aussi. Ah, très bien, félicitations, alors. Bravo. Non, je suis présent. Et juste pour dire, Christophe, c'est qu'on nous reproche souvent, on se reproche souvent qu'on n'est pas organisé. Mais par contre, quand il faut aller sur le terrain, Dieu merci, on est là. Ça prouve que on est capable de se rassembler, on est capable de prendre la parole. Et ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de gens qui intervenaient sur France Maghreb 2, qui sont intervenus, en l'occurrence un certain Abdel, qui est intervenu hier à RMC Info, qui a couché l'avocate, là, il l'a mis par terre. Et donc en gros, quand on a laissé la place vide pendant des années, et là, j'ai remarqué que voilà, on commence à prendre la parole, on intervient, on se responsabilise et on est capable de se rassembler. Donc là, ce qui s'est passé dans cette manif, il n'y avait pas de frères musulmans, ils ont tout essayé. Et petit message, voilà, juste il y a une radio comme notre France Maghreb 2, Christophe, 2 ou 3 animateurs qui ont boycotté, ils n'ont pas voulu venir, ils ont employé exactement les mêmes termes que l'extrême droite, c'est-à-dire les frères musulmans, on connaît la musique. Mais bref, mais en tout cas, on est capable. De qui vous parlez, Mohamed? De qui tu parles? Est-ce que je peux le dire? Oui, bien sûr, pourquoi pas, évidemment. Alors, une certaine animatrice qui emploie le même code de langage que l'extrême droite, qui s'appelle Vanessa, qui diabolise notre communauté en ce moment. Et si elle nous écoute, et je sais qu'il y a des gens, Fatima en l'occurrence, qui est passé à l'instant, elle l'écoute, Vanessa, on t'en veut parce que tu es irresponsable. Va voir son message sur Facebook, elle a écrit des trucs dégueulasses. Nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est déjà affaiblis par le traitement médiatique. Bien sûr, non, mais c'est un minimum de soutenir, c'est important, évidemment, quoi qu'on en pense. Tu vois? Et moi, j'en veux à cette radio, je le dis publiquement, je les écoutais comme toi, je vais pas me cacher. Ouais. J'en veux à la direction. Bon, t'as compris où le meilleur était quand même, non? On est d'accord. Comment? T'as compris où le meilleur était quand même, non? Non, mais bien sûr, rassure-moi. Mais en tout cas, bravo Christophe, franchement, je sais que t'étais présent, tu filmais, etc. Non, pour être très sincère, parce que j'aime pas le mensonge, je n'étais pas présent. Mais moi, c'est à titre personnel, j'ai pas. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas pu. Parce que j'ai vu ta vidéo en direct sur Facebook. Oui, non, mais tu sais qu'il y a du monde qui travaille au LGF, on est quand même une équipe. On est une équipe, mon frère. C'est pour ça. Bravo à l'équipe, Gamal. Je sais pas s'il m'écoute, Gamal. Il t'écoute. Franchement, bravo, Gamal. Je te soutiens, mais toi, Yasser, en tout cas, les chroniqueurs de France Maghreb 2, je vous garantis que, heureusement que vous êtes là.
Merci, Mohamed. Merci à vous. Voilà, je vous jure, vous relevez le débat. On est avec vous à 100%. Et merci Mohamed. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, bah, dites donc, le standard remarche parfaitement bien. C'est plaisir. Je suis content, les gars. 01 40 33 9000, vous pouvez y aller. Bombarder, hop, ça marche, c'est nickel. On a une vraie radio là, les gars. Après, je voudrais rajouter une chose quand même importante. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a eu 20 000 ou 40 000 personnes, le chiffre est peu important, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à mobiliser au-delà de toutes les formations. Je parle des syndicats et autres, qui n'arrivent même plus à mobiliser plus de 10 000 personnes aujourd'hui. Il faut jamais oublier que on est dans une France atone où plus personne se mobilise à part les gilets jaunes. C'est très bien. Moi, limite. Et c'est considérable d'avoir réussi à amener autant de monde dans des conditions. C'est formidable. Mais il faut juste, dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il faut pas quand même tout de suite s'emballer. Effectivement, je te rejoins en disant, il faut peut-être attendre un peu avant de parler de marche historique, même si elle l'est en tant que telle, parce que moi, je me rappelle pas de mon vivant d'avoir autant de monde pour l'islamophobie à Paris. Moi, je me rappelle pas. Ah, c'est une première, ça. Ouais, c'est une première, d'accord. Donc, en ça déjà, c'est historique quelque part. Donc, bravo. Oui, c'est vrai, absolument. Voilà. Après, moi, j'attends de voir pour le reste concernant la récup éventuelle qu'il pourrait y avoir, parce que vous savez que les partis politiques, en l'occurrence, sont des. Bah, il y a les élections municipales dans quelques mois. Voilà. Et donc moi, la stratégie d'avoir été chercher du politique me pose question, mais c'est tout. À part ça, je ne remettrai jamais en cause l'intention de tous ces gens qui étaient dimanche à Paris. Ils étaient nombreux. Non, faut saluer l'exploit malgré tout. Non, et puis en plus, je pense que ce qui serait nécessaire, du coup, c'est parce qu'effectivement, aller chercher les politiques, ça pose question c'est qu'il y a un besoin, en fait de se sentir rallié à cette cause. Bah oui, et donc de rallier plus largement dans la société, comme je le disais la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'on a effectivement cette vieille habitude d'aller chercher directement le politique, peut-être parce que la vision, la caution, et en même temps la vision qu'on a en France du politique, c'est la politique très interventionniste, très étatiste, etc. Alors que, en fait, ça pourrait être fait, mais vraiment dans un objectif, vraiment en fait de soutien, mais carrément de l'État, parce que lorsqu'on va chercher du côté politique, là c'était qui, Mélenchon, lutte ouvrière, voilà, lutte ouvrière avec Philippe Martinez qui était là, Esther Benbassa, Olivier Besancenot, entre autres, devait en avoir qui était pas déclaré aussi. Voilà. Benoît Hamon, effectivement. Génération S. Mais sinon, il y a quelque chose à dire aussi là-dessus, c'est que effectivement, il y a besoin de brasser large. Il y a besoin de toucher les gens, on va dire, de façon large, sur le plan ethnique, blanc, maghrébin, noir, même asiatique, tout ce que l'on veut. Maintenant, c'est la question de la stratégie qui se pose, parce que lorsqu'on va chercher les politiques à quelques mois des élections municipales, il y a une stratégie politique. Il y a une stratégie politique dont effectivement on se pose la question si elle vient peut-être pas des organisateurs, c'est sûr, mais les politiques qu'on vient chercher sont bien contents d'être mobilisés. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que normalement on peut mobiliser les politiques, mais c'est une stratégie. Lorsque vous regardez Martin Luther King, il avait mobilisé autrement. Non, c'était autre chose. Voilà, c'est autre chose, parce que eux ils ont commencé à la base, et ensuite ce sont les politiques qui ont rejoint la marche. Enfin, le mouvement. En fait, pas exactement. Bon, de toute façon, après eux, ils ont commencé même avant. On va en parler dans un instant. Bouge pas, on fait la très vite. Christian, il est là. Christian de Saint-Gratien, bonjour. Bien, bonjour Christophe, je suis encore là. Oui, vous allez patienter un tout petit peu. Je vous mets un peu de pub dans les oreilles et on est de retour très vite, d'accord? À tout de suite, mon Christian. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, en ce mardi 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon petit week-end de 3 jours. Vous étiez nombreux à Paris pour cette marche que certains qualifient d'historique. On peut le dire. Allez, qualifions-la d'historique pour l'heure. En tout cas, vu par la masse, la foule qui était présente dimanche soir. Un parcours quand même assez long, de Gare du Nord en passant par la République pour aller direction Place de la Nation. C'était blindé, pour vous donner une petite ordre d'idée pour ceux qui connaissent un peu Paris, de Philippe Auguste là jusqu'à la Nation, c'était rempli à ras-bord, quoi. Donc il y avait grave du monde et tant mieux. Maintenant on se pose des questions, on s'interroge. Je précise d'ailleurs que j'ai demandé à ce que des organisateurs puissent venir ici, venir un peu faire des débriefs des choses. Bon, ils ont préféré nous bouder, c'est leur problème. Ils sont peut-être trop occupés à aller effectivement répondre aux différents grands médias. C'était peut-être un peu là le but recherché. À chacun son style. Ne mettons pas d'huile sur le feu. Non, mais pas d'huile, je précise, c'est tout. Sans mettre de l'huile sur le feu, il est important de dire les choses. Christian est avec nous, il nous appelle de Saint-Gratien. Bonjour mon Christian. Bonjour Christophe, je suis toujours là. Bonjour. Ah c'est formidable, si vous êtes toujours là, nous on est là tous les jours Christian. Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, je voudrais vous féliciter, Christophe, pour ce que vous faites dans votre radio. C'est très salutaire pour beaucoup de gens. C'est-à-dire d'avoir des avis non dirigés ou non orientés. En tout cas, des avis. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Ensuite, j'appelle pour la manif qu'il y a eu là dimanche. Vous y étiez, Christian? Non, du tout. Et c'est parce que ma femme m'a demandé gentiment de ne pas y aller. Ah bon? Et pourquoi elle a fait ça, madame? Parce qu'elle a certaines attentes administratives. Elle m'a dit non, il faudrait pas que tu te fasses attraper à ce moment-là. Ah, d'accord. Bon, ok. Voilà, c'est juste pour ça. Elle m'a dit non, s'il te plaît, n'y va pas. Bon, et vous avez gentiment, j'allais dire, obéi à madame. Et vous avez raison. Obéir, accéder à sa demande plutôt. Oui, voilà, accéder à sa demande. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est vrai, ça fait mieux. Pas l'homme dans sa masculinité. Ouais. Bon, alors votre avis sur cette marche historique, mon cher Christian? Alors pour moi, il y a une évolution. Oui. Dites-nous. Même alors apparemment ils n'étaient pas très nombreux, même si 10 000 je pense c'est déjà pas mal. Non, ils étaient beaucoup. Non, Christian, ils étaient beaucoup plus que 10 000. Ouais, attention, moi, je prends les chiffres qu'on nous passe à longueur de journée. Oui, non, mais ça, oui, mais nous on vous donne des chiffres, nous. Alors, entre 13 500 annoncés par ce fameux cabinet indépendant et 40 000 annoncés par les organisateurs, vous pouvez faire une fourchette entre 20 et 30 000 et vous avez le bon nombre. Voilà. Oui. Et donc moi je disais évolution parce que dans les médias là, alors bien à 3 semaines à peu près avant cette manifestation, ils commençaient en fait à mettre de l'eau dans leur vin, dans leur discours, dans les chaînes des fois en continu là. Oui. Et c'est ça que moi je trouve qui est bien, c'est que ça y est, ils commencent à comprendre qu'ils vont pas pouvoir continuer longtemps à nous cracher dessus indéfiniment sans réaction. Et qu'est-ce qu'ils l'ont défoncé cette marche? Mais ils continuent, hein. Ah, ils continuent, bien sûr, ils continuent. Il n'y a pas eu de casse ce week-end. Ils essaient de trouver un autre paradigme. Ça, on est d'accord. Ils ont quand même trouvé 2-3 trucs, mais bon, voilà. Quoi. Comme il n'y a pas eu de casse, ils essaient de se jeter sur autre chose, en fait. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y avait un but recherché quand même, de la part des grands médias. C'était d'espérer que ça se passe mal, que ça dérive. Ils étaient à l'affût de la moindre petite image. Ça les a emmerdés de voir les drapeaux français. Ça les a emmerdés de voir les femmes avec le voile aux couleurs tricolores et les chants de la Marseillaise. Exactement, parce qu'ils ne peuvent rien faire contre ça. Vous avez aimé, vous, cette Marseillaise qui a été entonnée, place de la Nation, reprise par toute la foule? C'était quand même beau, non? Moi j'ai tout aimé, même si je n'y ai pas participé, j'ai regardé, j'ai tout aimé, Christophe, pour de vrai. Parce que ça débute quelque chose, et je dirais moi qu'il faudrait pousser l'essai jusqu'au municipal. Qu'ils comprennent bien que nous avons une force, nous sommes une réelle force, et qu'il va falloir compter avec nous. Alors compter avec nous, c'est-à-dire pas nous dénigrer inutilement. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup, Christian, en tout cas, pour votre appel, et à très bientôt du côté de Saint-Gratien. Et puis continue d'écouter madame, c'est important. Vous savez, elles sont souvent de bons conseils, madame, les dames. Merci, mon Christian. Exactement. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. La Marseillaise, retentit place de la Nation, Gamal. Ça te parle? Ridicule. Comment ça, ridicule? Non, je trouve ça ridicule. Comment ça, ridicule? Je vais expliciter ma position. Là, c'est une façon de se justifier. On dit, on est français, donc on chante la Marseillaise. On en fait des tartines pour rien. C'est pas la question qui t'est posée. La question qui est posée, c'est le racisme et l'islamophobie. On doit répondre au sujet. Le sujet, c'est de dire, arrêtez ce racisme et l'islamophobie. Le sujet, c'est pas de savoir si on est ou pas français. C'est un fait. Et la citoyenneté est acquise. C'est quand même beau, quand même. Mais ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que c'est du Front National, la Marseillaise. Faut être réaliste. Non. La Marseillaise n'appartient pas au Front National. Je vais préciser ma pensée. Quand on fait un rassemblement à l'extérieur et qu'on entonne la Marseillaise sur un débat politique, c'était les méthodes du Front National. Alors maintenant, il faut être très clair. La Marseillaise appartient à tous les Français. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand on le fait à l'extérieur, ça a un sens. Quand c'est sur un match de foot, c'est normal. Il y a pas de problème. Mais quand on commence à chantonner la Marseillaise pour montrer qu'on est français, d'abord, ça répond pas à la question. Et ensuite, c'est une façon de dire, mais acceptez-nous. Vous avez vu, on est capable de faire comme vous. On peut voter Front National. On peut chanter la Marseillaise. On peut sortir les drapeaux. C'est pas le sujet. Rudy, il est pas d'accord. Moi, je suis absolument pas d'accord avec Gamal. Pourquoi? Parce que, alors, la Marseillaise, on va pas le redire, c'est un symbole de la France. Bien Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est quand il dit qu'effectivement on rappelle la Marseillaise dans ce contexte. Effectivement, ça reprend un peu on va dire le procédé du Front National. Ouais. Et quand bien même ce serait le cas, la Marseillaise n'appartient pas au Front National. Exact. Et du coup, en fait, ça me permet d'emboîter le pas sur à peu près tous les symboles français qui ont été appropriés par une extrême droite, voire une droite extrême de la droite. Tels que par exemple le drapeau tricolore, voilà les termes comme républicain
africain, etc. Ces termes, en fait, n'appartiennent pas à une vision idéologique, même s'ils ont été dévoyés par une vision idéologique de la droite, on va dire plutôt la droite de la droite et de l'extrême droite. Ouais. Ce sont des symboles français Ouais. qu'il est bon de se réapproprier, pas uniquement pour prouver qu'on est français. Donc, en fait, c'est comme en fait de venir voir entre guillemets son maître et vouloir lui enfoncer dans le crâne que l'esclavage est fini, qu'on est libre. Ouais. En fait, effectivement, cet esclavage, cette liberté, elle existe de fait que l'esclavage a été aboli, c'est vrai, mais en même temps, il y a aussi une affirmation de soi. Et l'affirmation que on va dire les peuples dont on parle, à savoir maghrébins, africains, etc., ont effectivement à prendre part de leur citoyenneté et par voie de conséquence de leur francité, pas uniquement pour envoyer le signal qu'on est français, mais aussi pour se regarder soi-même comme étant français, là où certains d'entre nous, entre guillemets, certains de maghrébins Gamal aurait préféré qu'on chante Cassamet. Non, pas du tout. Voilà. Cassamet, non, pas du tout. Mais si. Mais non, je vais être très clair sur un point. Moi, quand on me pose une question, je réponds à la question. On me dit, il faut lutter contre le racisme. Oui, il faut lutter contre le racisme. Là, personne ne pose la question de savoir si on est citoyen français. Ça se discute pas. Les seuls qui posent la question, c'est l'extrême droite. Alors, quand des gens en font des tonnes, ça veut dire qu'ils ne sont même pas convaincus d'être français. J'ai déjà dit plusieurs fois dans les comités d'organisation, arrêtez de répondre à cette question. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le racisme et l'islamophobie. Ouais. Le sujet aujourd'hui, alors moi, je vais rendre hommage quand même aux organisateurs de la manifestation. Je n'étais pas d'accord sur tout avec eux, donc je suis toujours honnête avec les gens. Mais il y a une chose que j'ai appréciée et pour laquelle vraiment, il faut être très honnête avec eux. Il faut leur rendre hommage. Ils ont dit que tous les partis qui seraient présents et tous les leaders des partis qui seraient présents seraient dans le cortège et ne prendraient pas la parole, et ils ont tenu leur engagement. Ils ont pris la parole. Non, ils n'ont pas pris leur parole. Comment ça, ils n'ont pas pris la À la parole? fin, Esther Benbassa l'a parlé. Non, mais non. Éric Coquerel l'a parlé. Mais non. Comment ça, non? Non, Bah, si. on sait de qui on parle. On parle de Mélenchon qui posait problème. On parle de toutes les grosses têtes de réseau. Ouais. Pas les députés, ça c'est rien, ça compte pas. On parle vraiment des leaders de parti. Ils n'ont pas pris la parole. Et là-dessus, moi, je leur rends hommage. C'est un courage parce que pour dire à Mélenchon, tu restes dans la foule et tu montes pas, il faut le faire. Ouais. Donc il a accepté les conditions imposées par le Il groupe. était place de la Nation d'ailleurs. Non, mais il a pu ne pas y aller, mais il a Ouais. fait la marche. Il a fait la marche, oui. donc Bien là-dessus, ils ont tenu leur engagement et je l'apprécie Absolument. parce que Ils l'ont c'était tenu. pas. Voilà. Omar Slaouti, qui était là vendredi, Oui, l'a absolument. dit, les partis ne seront pas en tête de cortège. Et bien, et ils n'ont pas parlé. Et on a pris note. Eh ben, Ils moi, ont respecté. j'apprécie ça. Ouais, oui, absolument. Alors, concernant, par contre, la revendication identitaire et la revendication d'appartenance citoyenne, c'est à ça que moi, je suis très attaché à la citoyenneté parce que elle est un devoir et un droit pour nous. Un devoir parce que nous devons respecter la loi et un droit parce que nous payons suffisamment cher les impôts et notre présence sur le pays pour pouvoir, comme tout le monde, et de façon égalitaire, bénéficier de cette citoyenneté. Par contre, je vais pas passer mon temps, comme j'ai vu des images assez ridicules, à me draper du drapeau bleu-blanc-rouge pour dire que je suis un Français. Ça ne veut rien dire. Bon. Ensuite, deuxième chose importante qu'il faut pas perdre de vue, si moi je vous dis je respecte le travail, j'adore ma patrie, je suis traditionnel, travail, famille, patrie, là à ce moment-là on commence à se poser des questions. Et sinon, ça c'est bien les codes de l'extrême droite. Il y a ça. un autre truc aussi sur lequel je suis pas forcément d'accord, c'est que Avant d'accueillir Samat dans le 93, le 95. d'un point de vue entre guillemets sociologique, cette islamophobie qui en réalité n'en est pas une, parce qu'en réalité c'est plutôt de l'anti-musulman, parce que l'islamophobie ça veut dire la peur de l'islam, et je pourrais entendre qu'on parle en fait d'une peur de l'islam par rapport au fait aux événements d'attentats, etc. Ça peut être éventuellement recevable. Par contre, l'anti-musulman ne l'est pas. Donc les gens en fait, enfin de façon générale, moi je vois un climat anti-musulman, mais qui est forcément lié à un climat raciste. Absolument. Et je te prends par exemple la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a dit en fait donc l'islamophobie en fait révèle un racisme corrélé au rejet des immigrés. Bien entendu, la connotation immigré, je l'accepte pas parce que c'est pas l'immigration aujourd'hui, c'est genre les migrants qui arrivent. Et en réalité, c'est les afro-descendants en fait dont il s'agit. Donc voilà. Le constat, je l'accepte. Maintenant, le mot immigré, je l'accepte pas. Donc, et je trouve qu'effectivement le débat n'est pas jeté sur la table pour parler concrètement du racisme et donc de la perception que certains Français ont des afro-descendants, des maghrébos-descendants. La réalité, elle est plutôt là. Maintenant que s'invite la question identitaire à donc cette marche pour l'islamophobie, pour reprendre le terme, moi en fait cela ne me choque pas parce que c'est forcément lié et il y a des personnes qui, au travers de la liberté de croire, voient aussi la liberté d'exister en tant que Français et veulent le revendiquer alors qu'effectivement ils n'ont pas été convoqués pour ça et je pense que c'est normal. Bon, alors Samat qui nous appelle du 95. Bonsoir Samat. Oui, non, c'est Samir, 95. Samir, pardon. Bonjour Samir du 95. J'écoutais bonsoir à tous. J'écoutais depuis tout à l'heure, mais je crois que je vais raccrocher parce qu'ils ont tout dit, hein. Ah bah, alors ça va. Non, je plaisante. Non, mais
c'est vrai que bon, moi t'es pour Gamal ou t'es pour Rudy? Samir, puisqu'ils ont tout dit, t'es pour Gamal ou pour Rudy? Parce qu'il y a quand même une petite. Bah, les deux. Pour moi, je suis un peu. Ils étaient pas non plus en contradiction. Je pense qu'ils étaient dans la même voie. Ils étaient dans la même voie, notamment pour la Marseillaise. Et c'est vrai, il a pas tort. On n'a pas à se justifier pourquoi on chante ou pas la Marseillaise. Parce que dans la Marseillaise, faut pas oublier que il y a un moment où on parle d'un sang impur. Ouais. Aujourd'hui, je pense que l'islam, c'est le sang impur. Donc, je pense pas qu'il faut la chanter. Ça, c'est mon avis. Ensuite, c'est une interprétation, moi, ce que j'ai regardé, notamment dans les médias de ce qui se passe aujourd'hui, on a un changement de ton quand même. Donc, c'est pour dire que sans manifestation, bah là, on serait encore, ils auront passé la deuxième vitesse. Les musulmans, les islamistes, les trucs. Vous pensez donc ça va, à la question d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur le traitement réservé à l'islam? Vous dites oui. Un traitement dans le positif, c'est-à-dire que aujourd'hui il faut s'affirmer. On n'a pas à justifier le pourquoi du comment on est français. On est français, point à la ligne. On respecte comment on appelle ça, les lois en fonction de leur règles, parce que c'est pas parce qu'il y a une loi qui est émise qu'elle est supportée à tous. Hein. Il y a des lois qui sont pour les musulmans et d'autres lois qui sont plus, voyez. Donc il y a les lois de demi-mesure, comme on dit. Ouais. Bon, merci mon Samir en tout cas du 95 pour votre avis et votre réaction. 08 01 40 33 9000. On va passer maintenant parce qu'il faut qu'on enchaîne les gars. Yep. On a une invitée dans quelques instants. Je peux avoir un dernier petit mot, c'est vraiment rapide. Le sang impur. Non, même pas. Non, sur la question effectivement identitaire, c'est-à-dire au-delà du caractère effectivement qu'on n'est pas obligé de chanter la Marseillaise pour être français. Je peux l'entendre dans un sens parce qu'effectivement c'est la justification qui donne l'impression qu'on n'est pas intégré, alors qu'effectivement on est français de fait, mais il y a aussi effectivement la nécessité parfois de devoir le faire pour pouvoir en fait être à l'aise aussi sur ces deux jambes, et c'est un peu aussi la réflexion qu'on doit avoir là-dessus. Moi je pense que quand on se justifie, c'est qu'on a tort. Voilà, c'est clair. Si on me dit, par exemple, si on me dit, tu n'es pas français, il faut que j'apporte la justification, c'est que la loi n'est pas pour moi, mais la loi est pour moi. Donc c'est réglé, on dépasse. Après, pour la question du racisme anti-musulman, parce qu'on parle bien de racisme, c'est comme l'antisémitisme. Malheureusement, le terme n'est pas consacré. Je vais vous raconter une petite histoire très, très rapide. J'ai eu l'autre jour au téléphone quelqu'un de très sympa. Ça va vous surprendre. C'est Michel Sarfati. Donc c'est un rabbin très connu pour son action pour essayer de coordonner un petit peu la paix entre les religions en général, chrétiennes, musulmanes et juives. Et monsieur Sarfati, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'utilisait pas le terme d'islamophobie. Et il n'a pas eu une réaction hystérique comme certains. Il a dit, on en a discuté au consistoire. On a essayé de savoir pourquoi on l'utilisait pas et ils ont expliqué pourquoi ils l'utilisaient pas. Parce qu'ils considèrent, et là il y a de la réflexion, il y a de la matière. Là, j'aime discuter avec des gens qui produisent de la pensée et qui ont une démonstration par A plus B. Il a dit, si on refuse ce terme, pas pour les raisons que les autres refusent, hein. Il dit parce qu'il considère que ce terme-là n'incarne pas suffisamment le racisme anti-musulman, comme le terme antisémitisme, parce qu'eux refusent le terme judéophobie au profit de l'antisémitisme, parce qu'il caractérise effectivement l'idée que la religion est portée par un peuple. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont arabes, mais ça veut dire que toutes les cibles en France sont arabes et qu'on considère comme musulmanes. Et pour tout vous dire, il y a des intervenants qui ont organisé la marche qui ne sont pas musulmans et qui ont une tête d'arabe, mais qui ne sont pas musulmans revendiqués. Hein. Je ne dis pas les noms parce que ça n'a aucun intérêt. Et pour autant, ils se sont sentis concernés parce qu'ils voient bien qu'à travers cette soi-disant islamophobie, on veut taper le maghrébin et l'africain. C'est évident. Et c'est dans ça que je dis aujourd'hui, le choix des termes et la justification d'une personne, quand vous commencez à vous justifier, c'est que quelque part vous avez tort. Alors on enchaîne avec le zapping, messieurs, dames. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Avant de recevoir la réalisatrice du film La Cité Politique dans quelques instants, un petit tour par les zappings. Et pour commencer, tiens, voici ce qui a suscité la polémique dans les médias suite à la marche de ce dimanche. Devinez quoi? Une étoile jaune. C'est la photo qui fait polémique. On y voit à gauche une petite fille avec une étoile jaune. Elle ressemble à celle que portaient les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Cette photo prise hier, pendant la manifestation contre l'islamophobie, n'a pas manqué de faire réagir. L'ancien président de la LICRA décrit une photo à vomir. S'il devait par malheur advenir que cette petite fille risque un jour de terminer sa vie dans une chambre à gaz, je serais prêt à sacrifier la mienne pour le lui éviter.
Mais aujourd'hui, cette photo est à vomir et ceux qui l'ont affublée de cette étoile se sont déshonorés. Face à ce tollé, Esther Benbassa se défend de toute forme d'antisémitisme. Je n'ai même pas remarqué cette étoile jaune. Que les musulmans s'identifient à la souffrance juive dans le passé, il n'y a rien de répréhensible dans cela. C'est une sorte de cri d'alarme qui dit, voilà, ça peut nous arriver aussi, même si le contexte n'est pas le même. Voilà pour les propos de Esther Benbassa à propos de cette étoile jaune, une petite fille qui portait effectivement l'étoile jaune, et ça a suscité la réaction de la LICRA, de Bernard-Henri Lévy et de toute la clique. Qu'elle portait déjà devant CNews, je le rappelle tout de même, c'est vraiment d'hypocrisie. On peut répondre à ça? Oui, bien sûr. Très rapidement, d'abord Esther Benbassa est bien placée pour en parler, elle est juive elle-même, donc elle peut très bien se positionner. Elle a même d'ailleurs étudié l'histoire. Absolument. Oui, elle est doctorante. Oui, absolument. Mais il faut être très clair sur un point. Moi, j'étudie beaucoup cette période depuis quelques années maintenant. Lorsque quelqu'un porte une étoile jaune, c'est pas pour dire qu'il va finir dans un camp de concentration, c'est faux. L'étoile jaune, ça a commencé historiquement en Espagne, on l'appelait pas l'étoile, on l'appelait la ruelle, pour distinguer le juif du chrétien. Donc c'est une façon de discriminer. La question qui se pose, c'est évidemment, ça peut être maladroit d'utiliser une étoile jaune quand on maîtrise pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, c'est très à propos parce que lorsqu'on marque les juifs allemands, ça commence d'ailleurs pas en Allemagne, ça commence en Pologne pour le savoir. C'est la Pologne qui a commencé à subir l'étoile jaune. Et après, par extension, ils ont mis l'étoile jaune à tout le monde. Mais lorsqu'on commence à marquer d'une étoile jaune après la guerre en 39, les Polonais, c'est à ce moment-là qu'ils portent l'étoile jaune, les juifs polonais, c'est pour les distinguer des chrétiens polonais. Et il y a en plus une grosse église polonaise qui était extrêmement zélée pour leur faire porter l'étoile jaune. Faut pas oublier qu'il y avait aussi de la part des Polonais une collaboration assez violente. Et cette étoile jaune, elle symbolise quoi? Elle symbolise clairement la discrimination. Et encore une fois, moi je rejoins des intellectuels comme Johann Chapoutot qui disent qu'il n'y a pas de démarche intentionnaliste de la part des nazis pour tuer massivement les juifs. Ils le font parce qu'il y a un calcul politique et un calcul en termes de chiffres. Il fallait rapidement se débarrasser d'une population qui ne veut plus rester en Allemagne. Et donc cette étoile jaune, elle intervient longtemps avant l'extermination et elle est faite pour séparer les populations. Donc quand eux utilisent ce symbole-là, c'est surtout pour dire attention, ils veulent nous distinguer. Après, les massacres, évidemment, il faut être très clair, il n'y aura pas de train pour nous, il n'y aura pas de camp de concentration, ça c'est pas possible historiquement, mais la discrimination, elle ressemble effectivement... Bon, c'est maladroit, quoi. On est d'accord. C'est très maladroit, effectivement. Alors, oui, en fait c'est maladroit, ne serait-ce que parce que il y a cette connotation, effectivement, par rapport à cette souffrance liée à la Shoah, et même si effectivement l'étoile jaune n'avait pas existé au départ par rapport à la Shoah, mais que aujourd'hui c'en est devenu le symbole. Et c'est sur ça en fait que c'est maladroit d'avoir repris en fait ce symbole pour faire une corrélation. Maintenant après tout dépend du prisme. Il n'y avait pas qu'une petite fille, il y avait peut-être 3-4 personnes. Mais oui voilà, et puis c'est pas. Mais en tout cas ça dépend du prisme. Tu peux pas faire le reproche aux organisateurs pour le coup. Non, ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables de tout. La fille l'a porté déjà. Non, en fait ils sont pas coupables. Ils sont pas coupables d'une grande, d'un crime. Mais par contre ils sont responsables d'une maladresse. Et la réalité c'est que on va pas en fait discréditer en fait tout le mouvement juste pour cela. Mais c'est vrai que le prisme en même temps il fallait s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de réaction là pour anticiper le fait de trouver d'autres symboles. Question Gamal. Un truc très court. Hein. D'abord, cette étoile jaune, la fille, elle l'a portée déjà avant dans d'autres manifestations. Personne n'a rien dit. J'avais déjà remarqué avant. Ensuite, on reproche pas le fait qu'un lambda dans la population, 20 000 personnes ou 40 000 personnes, ait porté ça, puisque personne ne l'aurait remarqué. On l'a remarqué parce qu'elle a fait une photo avec Esther Benbassa. C'est ça le cocasse. Ouais. Donc, il nous tire la ficelle. C'est-à-dire qu'on l'aurait jamais vu s'il n'y avait pas eu cette photo. Donc, c'est une manipulation qui est maladroite de leur part, qui est malhabile, qui est mauvaise d'ailleurs et grossière, mais ça reste une manipulation médiatique. Voilà. Alors pour le coup, là, les organisateurs ont fait le choix, et en l'occurrence l'ancien directeur exécutif du CCIF, Marwan Mohamed, qui fait crier Allahu Akbar à la foule. C'est habile, ça? C'est à droit? Pas du tout. Tu réponds ça? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas déjà. Enfin, on comprend même pas en fait quelle est la motivation en fait. Et c'est pareil, on fait des jugements même par rapport à l'étoile jaune. C'est qu'en fait on cherche pas à comprendre la motivation. Il y en a marre que cette expression religieuse soit utilisée pour illustrer un ordre de guerre. Ah oui, mais non, alors après je peux comprendre. Il a dit, je comprends sa motivation, mais encore une fois, c'est le temps.
l'endroit pour agir de la sorte. En réalité, il aurait dû porter cela en fait par une réflexion, peut-être pour préparer le geste et pour en tout cas pour avertir certaines personnes qui le feraient. Ou alors, ça c'est le genre de truc qu'il faut assortir d'une réflexion de société pour effectivement poser la question de termes religieux qui sont censés être des termes en tout cas pas mauvais, mais en tout cas des termes plutôt des bons termes, pour leur redonner en fait leur sens premier. Il est là en fait le débat, et c'est pas à ce moment-là que tu le fais. Non, mais le problème c'est que faut être très clair. Quand il le fait, mais j'ai entendu le discours qu'il a développé autour de ça, ça a été repris 2 fois. Après, ça a été repris par Mohamed Kollanta. Le problème c'est que c'est un mot qui est beau au départ. Dieu est grand, c'est beau. Bien sûr. Allahu Akbar. Voilà, ça veut pas dire Geronimo, ça veut pas dire Heil Hitler. Alors le problème, c'est que le mot est beau, mais il a été dévoyé parce que effectivement, il y a des types qui ont utilisé ça comme un cri de guerre. C'est vrai. On peut pas l'écarter non plus. Lors des attentats, les mecs qui crient à la Akbar, c'est vrai. Maintenant, mais dans le film Le Lion du désert, quand ils se battent contre les Italiens, c'est pareil. Ils crient à la Akbar comme un cri de guerre. Donc c'est une façon un petit peu de se sacrifier. Après, il faut être très clair. Dans une organisation comme celle-là, avec une atmosphère, une ambiance très lourde comme celle qu'on connaît, il aurait été plus habile d'éviter ça, pas parce que c'est pas bien. C'est parce qu'il a essayé d'expliquer, alors qu'on est dans une manifestation et pas dans une conférence. C'est la place d'une conférence, ça. Il a essayé d'expliquer, vous pouvez le dire sans honte. Je comprends ce qu'il voulait dire, malheureusement. On le dit c'était facile pour la prière, bien ni sûr. Le moment. C'était pas le lieu ni l'endroit. Voilà, donc c'est maladroit. C'est un peu maladroit. Et pour autant, sa démarche était bonne. Bon, très bien. Mais réfléchir là-dessus d'un point de vue sociologique, c'est intéressant. On fait une petite place à Linda qui nous appelle de Nancy. Je vous en prie. Où ça a tremblé apparemment encore aujourd'hui, un petit tremblement de terre à Strasbourg. Vous l'avez ressenti, vous, à Nancy ou pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Nous, à part la pluie et le froid, on ressent pas grand-chose. Ah bon, bah écoutez, à chacun son truc. Bon, Linda, très très vite, votre réaction, vous étiez pas à Paris. Très vite, justement, je veux juste lancer la réflexion parmi vos invités. Voilà, la symbolique. Le symbole, l'importance du symbole. Donc on a tergiversé sur ah oui, on n'a pas à se justifier d'être français, on n'a pas à chanter la Marseillaise, on n'a pas à brandir le drapeau français. Ce sont les symboles de la République. Ils ont été présents lors de cette manifestation en tant que symbole d'une République une et indivisible. Autrement dit, nous, vous voulez nous exclure, mais ces symboles nous appartiennent autant qu'à vous, et nous pouvons les utiliser autant que vous, peu importe qui vous êtes. Premièrement. Deuxièmement, la symbolique du Allahu Akbar. Je réagis tout de suite là-dessus. Aujourd'hui, en France, vu le climat pesant, on sait quel est le symbole de Allahu Akbar. Bien sûr, pour nous, ce sont de très belles paroles. Les intentions de Marwan Mohamed, je les connais pas, voilà. Mais tout ça pour vous dire que la symbolique est très très importante. Cette histoire d'étoile jaune, vous voyez la réaction que ça engage dans votre discours. Alors, d'un côté, on a le symbole de la République n'a pas à être brandi par notre, entre guillemets, communauté, mais d'un autre côté, le symbole de la petite fille qui a une étoile juive, c'est maladroit, ça peut heurter, voilà. Donc, remettons-nous en question aussi, parce que même notre propre jugement est un petit peu dévoyé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça vaut pour toi, Gamal. Non, mais ça vaut pour toi, mais je vais répondre alors d'abord. D'abord, quand on crie haut et fort on est français, c'est qu'on n'est pas convaincu. Il faut être très clair. Faut arrêter de délirer. Le sujet, c'est le racisme et l'exclusion par l'islamophobie. Les symboles. Alors moi, je suis. Le fait de crier haut et fort, mais on est obligé. Alors. Mais non, on n'est pas obligé. Mais c'est ça. Mais non, on n'est pas. On cherche à convaincre. On n'est pas. On tente d'être convaincant. Mais c'est pas convaincant. C'est ridicule. Je vais me rappeler. Moi, je vais rappeler une époque que vous n'avez pas connue. Oui, pour toi, Gamal. Non, je vais rappeler une époque que vous n'avez pas connue, d'accord? Moi. T'en sais rien. Tu sais pas quel âge elle a. Elle est plus jeune, c'est sûr qu'elle est plus jeune que moi. Oula. Moi, j'ai connu les années 80. Non, c'est certain. J'ai connu les années 80. Et j'ai connu ces fameuses flanques. À quel âge dans les années 80? Ah, moi j'avais 16 ans. Ah, voilà. J'ai connu donc, nous, quand on voyait une manifestation avec des Marseillaises, des drapeaux partout, on cavalait, parce qu'on savait qu'on allait se faire éclater la tronche par des skins. Parce que les choses étaient claires, ça leur appartenait à l'époque. Mais ça a changé. Non, mais c'est pas une question de changement. Ça, c'est Mélenchon qui a fait le changement. C'est lui qui a commencé à prendre les codes de l'extrême droite. Maintenant, pour être clair. Oui, pour être clair, c'est l'heure de la pub, donc tu dépêches. Dommage. Oui. Alors, juste pour finir, je suis pas en train de légitimer une maladresse. Je parle bien d'une maladresse. On parle de gens qui sont pas dans l'organisation, qui mettent une étoile jaune. Bon. Ça se légitime pas. Par contre, on peut pas comparer ça avec l'histoire des symboles de la Marseillaise. Merci Linda pour votre appel. Vous avez bien fait de tacler notre Gamal Abina. À bientôt. Sur France Maghreb 2, évidemment, pub. Et on est de retour très vite avec notre invité. On va parler de ce film dont fait partie notre ami Nassim Lachlach. Français
Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs, dames, on est là, ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec Gamal Abina, avec Rudy Kazi, notre invité dans un instant. La question du jour, je vous la rappelle évidemment, parce qu'elle est importante. Plus de 40 000 personnes, selon les organisateurs, qui ont mobilisé donc lors de cette marche contre l'islamophobie. Pensez-vous que cela va avoir une incidence sur le traitement médiatique réservé à la question de l'islam? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez. Vous êtes 34% à dire oui, sur Facebook, France Maghreb 2. Vous avez beaucoup voté. Sur Twitter, vous continuez aussi sur le Grand Forum FM2. La tendance est un peu identique. Et puis, évidemment, on aime bien aussi vous lire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sur la question. On va parler d'un film dans un instant. Le film qui va être projeté d'ailleurs demain en avant-première à Aubervilliers. Le film s'appelle La Cité politique, un film de la réalisatrice Florence Gatinon-Saillant, qui sera avec nous dans un instant, la réalisatrice qui arrive, qui est sur son vélo. Un film dont fait partie Nassim Lachlache. En fait, c'est le parcours de 4 personnes issues des quartiers populaires de banlieue qui ont, eux, choisi de s'investir en politique. Et oui, on fait de la politique en banlieue, et oui, on fait de la politique dans les quartiers populaires. Et ils ont tenu, donc elle a tenu pendant plusieurs années, ça a duré cette histoire, à suivre donc les parcours de ces 4 personnes, dont Nassim Lachlache, qui sera avec nous dans un instant. Pour l'heure, on continue notre zapping. Hier, clash s'est produit sur LCI entre Daniel Obono et Amine Elkanmi. Vous connaissez peut-être. Écoutez, ce que ça a donné, c'était très violent. Pas dites et à me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Est-ce que vous pouvez attester du fait que je n'ai absolument pas prononcé les propos qu'il m'attribue? Est-ce qu'on peut dire ça? En effet, vous n'avez pas prononcé cette phrase aujourd'hui, mais cela dit, vous avez sous-entendu que la France, donc la question, excusez-moi, est-ce que ce débat, vous avez multiplié des tribunes? Oh, écoutez. Enfin, c'est bon, je peux y aller parce que de toute façon vous faites les questions. Daniel Obono, vous avez pu beaucoup vous exprimer sur votre... Non, on discute pas sereinement, excusez-moi. Votre colère est assez injuste. Non, excusez-moi, pas de leçon là-dessus aussi, monsieur. Pas de leçon là-dessus. On discute pas sereinement quand vous vous faites dire des choses que je n'ai pas dites. Quand vous avez des propos aussi outranciers. Quand vous jugez immonde le fait d'être des milliers de personnes. Non, on discute pas sereinement. Immonde, c'était sur l'étoile jaune. Vous aussi, Daniel Obono. Là, c'est vous qui dites quelque chose qu'il n'a pas dit. Je reviens tout de suite dessus, puisque effectivement, c'était sur le sticker. Excusez-moi. Oui, l'étoile jaune, je maintiens. C'est pas très serein. Et donc moi, je ne me suis pas permis de vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le printemps républicain, etc. Mais c'est pas le sujet. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. C'est pas le sujet. On devait discuter aujourd'hui de la question de l'islamophobie. Pas faire le procès des uns et des autres. Et je ne suis pas à la barre. Je ne suis pas une accusée. Je suis une parlementaire qui a manifesté avec ses concitoyens et concitoyennes contre du racisme. Daniel Obono, c'est très clair et vous en avez beaucoup parlé. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de la manière dont on se bat contre le racisme? Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de la manière dont on défend véritablement la laïcité? D'accord? Je suis pas ici pour répondre à vos injonctions et c'est pas du tout serein de se faire dire des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Je suis prêt à en discuter. Donc moi je ne suis pas Daniel Obono. Je m'en fous. Laissez-le parler. Je n'ai pas aucune envie de faire le procès du printemps républicain et je vous assure, il y aurait de quoi dire. Votre colère n'est pas juste si vous ne le laissez pas s'exprimer. Personne ne fait le procès de quiconque. Si vous voulez un débat, Madame, on écoute les gens et on ne leur fait pas dire ce qu'ils ne disent pas. Soyez sereine, gardez votre... Je serai sereine et merci de ne pas me dire d'être ce que je suis ou pas. Je serai sereine ou je serai en colère comme j'en aurai envie. D'accord? Très bien, c'est votre droit le plus absolu. Merci. Permettez que je place une phrase si possible. Oui. Moi, lutter contre le racisme, je ne vous ai pas attendu pour le faire. Je ne vous ai pas attendu. Lutter contre la haine anti-musulman, je ne vous ai pas entendu de le faire. Mais voyez-vous, pour moi, madame, dans ces combats-là, il y a une différence nette. C'est la manière dont on le fait et les alliés que l'on se donne. Moi, je ne lutte pas contre le racisme et la haine anti-musulman avec des islamistes. Vous pouvez tourner les phrases, les sens, les tribunes, les mots dans tous les sens. On en revient à la conclusion qui est implacable et je le consens qu'elle soit difficile à admettre pour vous, qu'elle soit difficile à comprendre, c'est que vous avez manifesté avec des islamistes, avec des alliés de l'islam politique, avec ceux qui arment intellectuellement, idéologiquement, ceux qui après s'arment matériellement pour aller à la rédaction de Charlie Hebdo, à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Oui, en manifestant avec des islamistes, avec des imams, madame, qui prêchent l'islam politique. Non, mais d'accord. Vous avez manifesté avec des anti-républicains. Je ne parle pas, laissez-moi. Il ne reste que 2 minutes.
Allez-y, une minute et je donnerai le mot de la fin à Daniel. Madame, je ne parle pas bientôt c'est nous qui avons partie des citoyens qui sans doute, guidés par de bons sentiments et l'envie d'aller exprimer leur solidarité, sont venus à cette manifestation et personne ne leur en tient rigueur. Je parle des organisateurs, je parle madame des organisateurs, pas du citoyen, du manifestant lambda. Je parle de ceux avec lesquels vous avez signé des tribunes, des imams, des islamistes et vous prétendez combattre le racisme et faire votre job, votre travail de député de la République en vous alliant avec des islamistes. S'il vous plaît, tous les deux. Voilà, c'était très agité effectivement sur le plateau de LCI entre Daniel Obono et Amin El-Khanmi, voilà, qui quand même a été violent, jusqu'à dire quand même que vous avez manifesté avec ceux qui arment intellectuellement et qui ensuite passent à l'action en allant à la rédaction de Charlie Hebdo. C'est hyper violent quand même. Ça s'appelle de la diffamation, ça c'est passible de poursuite et j'espère que les gens qui organisent la manifestation le poursuivront. Ce sont les propos diffamatoires qui en plus sont de l'incitation aussi à la haine, parce que si un petit rigolo a envie de se venger, il ira se venger vers les mauvaises personnes. Donc ça c'est intolérable de sa part et ce monsieur mériterait une petite visite à la 17e chambre correctionnelle. Bon, alors on va accueillir notre invité dans un instant. Le temps juste d'appeler Hamza qui nous attend. Il est où Hamza d'ailleurs? Bon, à Montreuil. Bonjour Montreuil, bonjour Hamza. Bonsoir Christophe, bonsoir l'invité. Voilà, moi je voudrais réagir par rapport à la manif. Donc j'y étais, franchement ça s'est bien passé. Nous étions nombreux, c'était magnifique. Et j'ai juste un petit message à passer à tous les je m'en foutistes et les laxistes un peu, voilà, qui pour eux ne se sentent pas concernés. Je voudrais leur dire, n'attendez pas qu'il y ait un drame d'un proche à vous ou d'une proche pour crier au scandale ou pour pleurer ou pour vous battre après. C'est maintenant qu'il faut agir. Très bien Hamza, merci en tout cas pour cet appel et ce rappel utile, mon cher Hamza. Nous sommes avec notre invité aujourd'hui pour parler d'un film, qui sera projeté d'ailleurs en avant-première à Aubervilliers. Le film s'appelle La Cité Politique, un film de la réalisatrice Florence Gatignon-Saillant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice. Exactement. Documentaliste. De réalisatrice de documentaires, de films documentaires. Est-ce que dans votre film vous avez pris parti, vous avez pris une position? Alors moi ma position elle est très simple. Elle est que la République elle appartient à tout le monde. Et en particulier aux électeurs, c'est-à-dire au peuple de France. Et pour moi, le peuple de France, il est immense et divers, et c'est ce qui fait sa richesse. Et le principe du film, c'était d'aller à la rencontre de jeunes gens issus des quartiers populaires, en l'occurrence qui s'appellent Fatou, Nassim, Haïkel et Yacine, et qui ont décidé de prendre la République à bras-le-corps. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et j'ai appris énormément à leur côté. Voilà, mon parti pris. C'est quoi l'envie, en tout cas, de montrer aux spectateurs? Quel est le message? Le message, il est très simple, il est de dire que contrairement à ce qu'on nous a appris pendant des décennies, la politique c'est nous en fait. La politique c'est pas les gens qu'on voit sur les écrans, sur les plateaux de télévision, c'est pas ça, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les gens qui sont dans cette place, tous les gens qui nous écoutent, et qu'il est temps qu'on reprenne les choses en main. Et elle appartient autant à moi cette République que Fatou, qu'à Yacine, etc. Voilà, c'est ça. Elle appartient aussi à Nassim Lachlach qui est avec nous d'ailleurs. Exactement. Tout Bonjour à fait. Mon Nassim. Bonjour Christophe, bonjour Florence. Bonjour Nassim. Gamal Labina et Rudy Kazi sont en plateau avec moi, mon cher Nassim. Salut Nassim. Alors Nassim, raconte-nous un petit peu ton expérience autour de ta présence dans ce film. Je peux pas trop en dévoiler, sinon personne viendra demain. Merci, non, autour de ma présence, en gros, on s'est rencontré avec Florence avant les élections municipales. C'était un peu en préparatif, je me souviens plus de la date, Florence, exactement. Je crois qu'on s'est rencontrés en 2013, fin 2013 pour être exact. Voilà. Donc 2013, il faut se dire qu'aujourd'hui on est en 2019, veille de 2020, ça fait quasiment 6 ans. Ah oui. Donc on est quand même en train de parler d'un documentaire, autant pour moi, Florence, d'un documentaire qui nous a suivis pendant plusieurs années, à des moments différents de notre évolution, c'est-à-dire avant les élections, pendant les élections, après les élections, et puis assez récemment après dans le temps, on va dire pour un petit retour, un petit bilan quelque part, un petit peu on est revenu sur des lieux dans lesquels on avait été filmé et où on pouvait faire un retour sur ce qu'on pensait maintenant, etc. Enfin bref.
Et donc, écoute, moi c'était un grand plaisir de participer. Il y avait plusieurs candidats, il y avait plusieurs personnes qui auraient pu se prêter au jeu. Florence a fait son choix sur les 4 personnes parce que j'imagine qu'elle a trouvé chez les uns et les autres des complémentarités. L'idée n'était pas de faire un copier-coller. J'ai été séduit par l'idée de base qui était que on dit partout que les quartiers se désintéressent de la politique et que le constat de Florence Gatineau était tout le contraire en fait, et qu'elle voulait le montrer dans quelque chose qui va être diffusé demain soir. Il a vu juste, Nassim, Florence Gatineau? Exactement, tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de pas faire un film militant. C'est-à-dire que souvent, quand on filme la politique, on a un point de vue politique très affirmé, c'est-à-dire de gauche ou de droite. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un film sur l'engagement et sur la nécessité d'incarner la République, en fait. Est-ce que ce film, aujourd'hui, montre, et j'allais dire, assez spectaculairement, que dans les quartiers, oui, la politique, on s'y intéresse, et oui, il y a des gens qui s'engagent? Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris également, c'est-à-dire que quand j'ai fait le travail de recherche, au début, c'était parti d'un constat qui était qu'il y avait eu énormément d'abstention à l'issue de la présidentielle de 2012 dans les quartiers, et moi, j'étais assez surprise parce qu'il y avait eu des propos extrêmement violents qui avaient été tenus par Nicolas Sarkozy à l'époque, et j'avais du mal à comprendre qu'on s'abstienne face à une telle violence. Et j'ai été dans les quartiers, et en fait, c'est exactement l'inverse que j'ai vu. J'ai vu énormément de personnes, de jeunes pour la plupart, qui étaient très investis et très intéressés par rapport à l'engagement politique, et pour eux, la politique c'était très concret. La politique c'était des routes, c'était des écoles, c'était l'accès au travail, c'était voilà. La politique de la ville, à l'image de Nassim Lachlache. La politique de la ville, entre autres, il n'y a pas que ça, parce que justement, on parque beaucoup certaines personnes issues de l'immigration postcoloniale ou de quartiers populaires dans ces délégations, politique de la ville, prévention de la délinquance, comme s'il y avait une prédisposition. Je considère qu'on nous essentialise dans un certain sens. Ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'on a d'autres compétences. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai bien d'autres compétences que de m'occuper des problèmes que en fait je vis tout simplement. Voilà. Et juste un point sur ce que disait Florence, les propos de Nicolas Sarkozy en 2012, mais aussi tout ce qui se passe actuellement. Après, on a eu Hollande, et puis maintenant on a Macron. Et j'avais dit à Florence quand elle était revenue filmer un petit peu sur un retour sur ce qu'on avait fait ces dernières années. Je crois que c'était en 2017, Florence, il me semble. Septembre 2017, pour être exact. Voilà, septembre 2017. Et mon constat était qu'en fait, il avait fait un hold-up, en fait, Macron. Il avait fait un hold-up, et en fait, il avait fait tout ce qu'on était en train de faire les uns et les autres. J'espère que ça pourra transparaître, en tout cas, dans ce documentaire. Mais c'est-à-dire, on essayait de faire quelque chose de non partisan, ou pas forcément partisan. Fatou Maïté, elle était en indépendante. Michael Drin, lui, a décidé de faire une alliance. Moi, de mon côté aussi, de faire une alliance. Mais par ailleurs, j'appartenais à un autre collectif qui était encore plus important. Et on a derrière Emmanuel Macron qui a juste ramassé un petit peu tout ça, les miettes de tout le travail qui a été fait, y compris par d'autres groupes comme Émergence, d'autres groupes comme Les Motivés, d'autres groupes comme tout un tas de personnes. Sauf que lui, derrière, il avait les moyens, les banques et les médias. Et ce que nous, on n'avait pas. Donc on en revient quand même à une question de fond, de moyens et de possibilités qui s'offrent ou non à nous. Et les idées, par contre, et là je rejoins complètement bien évidemment Florence, les idées, elles sont là, et l'engagement et la motivation, elle est là, elle est intacte. La Cité Politique, ça sera diffusé demain en avant-première, Florence, à Aubervilliers. Exactement, à Aubervilliers. Alors donnez-nous les coordonnées, parce que nous on va y aller. Gamal, tu seras, j'espère. Oui. Alors Rudy donc aussi. J'espère. C'est demain, mercredi 13 novembre, donc à 20h30, au cinéma Le Studio, 2 rue Édouard Poisson, à Aubervilliers, donc métro 7, Pantin, 4 chemins. Ah oui, Pantin, 4 chemins, je connais bien en plus, c'est un beau quartier ça. Gamal, ça t'inspire quoi? Ça donne envie d'aller le voir, ce film? Oui, bien sûr, c'est intéressant parce qu'il fait référence à quelque chose qui me parle, c'est l'appareil politique français qui a parfaitement anticipé le mouvement des quartiers qui s'organisait pour aller aux élections et qui leur ont fait un hold-up, clairement, parce que c'était parfaitement planifié. Faut pas croire que Macron n'est pas un produit d'une réflexion longue, c'est quelque chose qui était planifié par la gauche. Ils ont dit on perd le terrain, on va créer un nouveau produit marketing jeune, sympathique et qui va renouveler la classe politique, et ils ont fait leur cours chez nous tout simplement. Ouais, Rudy.
Ouais, alors moi, ce qui m'intéresse surtout dans le film, c'est le fait de présenter une représentation peu vue en fait dans les médias de façon générale et comme on disait, par extension, tout type de métier qui a une visée médiatique, à savoir le cinéma, le théâtre, etc. Et c'est bien de faire parler cette jeunesse qui a des choses à dire. Non, elle a une conscience politique certes, mais effectivement qui ne répond pas aux standards habituels que l'on a dans la politique et qui serait utile à entendre, ne serait-ce que pour rafraîchir un petit peu plus le débat et pour apporter en fait un prisme nécessaire à la compréhension déjà des circonstances que vivent les jeunes des quartiers et en même temps d'apporter des solutions à la résolution du problème des quartiers. Ces jeunes-là, on a besoin de les entendre pour les intégrer aux solutions pour notre jeunesse. Donc ça, bravo. Il faut continuer dans ce sens-là. Nassim Lachlach, tu l'as vu le film en entier? Je l'ai vu en entier et j'ai vu la version longue, donc celui qui va être diffusé demain, puisqu'il y a une version courte qui a été aussi diffusée. Et c'est vrai qu'en plus ça manque un peu, mais moi je peux pas être objectif, puisqu'en fait le temps qu'a donné Florence et ses équipes, le temps qu'elle a donné pour filmer, et que c'est après pour te retrouver sur un truc qui finalement ça dure pas longtemps par rapport à tout ce qui a été fait. C'est assez frustrant. On se rappelle de moments qui ont été filmés et où on se dit ah purée, celui-là il était peut-être pas mal, j'aimerais bien le revoir, etc. Donc moi je peux pas être objectif, mais en tout cas oui, je l'ai vu et franchement je suis content et c'est fidèle à la réalité, parce que j'ai déjà alors c'était pas un documentaire pour le coup qui est engagé et qui a une position, j'ai déjà été suivi par des médias. Et souvent on retrouve pas la réalité, on retrouve pas tout est complètement modifié, tout est complètement modelé à ce qu'on veut lui faire dire ou ce que lui faire. Et là c'est un peu je sais pas, ceux qui connaissent l'émission Striptease où on laisse un petit peu aussi se dérouler l'action. Et elle est comme ça, et Florence rebondit sur ce qu'on dit ou ce qu'on fait, elle nous pose des questions, mais en tout cas vraiment c'est fidèle à la réalité. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, je te remercie en même temps, Florence. Ouais, oui, ça on a bien compris. Quel est l'avenir? Comprenez. Quel est l'avenir pour ce film, Florence? Alors, l'avenir pour ce film, autant vous dire que c'est un film qui a été très compliqué à faire. Nassim en sait, je vais parler un petit peu de tout ça. Très compliqué à financer, il y a eu quasiment aucun financement, c'est moi qui ai payé seul le tournage, c'est moi qui ai fait pratiquement seul intégralement le tournage, donc on parle quand même de tournage qui s'étale sur 3 ans, plus de 120 heures de rush. Voilà. Les chaînes de télé n'en voulaient pas, puisqu'elles me répétaient Évidemment. Que des films sur la banlieue, on en avait vu plein et qu'ils en avaient marre. J'avais beau leur dire que c'était pas un film pour moi. Pour moi, c'est un film sur la politique, avant d'être un film sur la banlieue. Il se trouve que cette parole politique, elle est prise en main là. Mais donc l'avenir du film, c'est des projections en fonction de ceux qui ont envie d'accueillir le film. Moi, je suis prête à l'accompagner parce que je trouve que c'est important ce qui est dit dans ce film. Mais ça va dépendre des sollicitations que je vais avoir. Oui, d'accord. Donc on espère que vous allez avoir des demandes pour pouvoir le diffuser, ce film, dans pas mal de villes. Vous êtes prêts à aller en province? Tout à fait. Donc exactement. Vous qui nous écoutez à Marseille, Clermont-Ferrand, Dijon, Metz, Orléans, Amiens, Le Havre, Lyon, Bordeaux, Nantes, partout. N'hésitez pas à solliciter Florence. On peut vous contacter d'ailleurs par quel biais, Florence? Profitez-en. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et qui s'appelle? Mon nom, Florence Gatineau-Saillant, voilà. Florence Gatineau-Saillant. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Et demain, demain on peut venir. Donc demain, c'est ouvert. Vous pouvez venir, tout à fait. C'est libre, c'est une entrée libre, gratuite, donc tout le monde est le bienvenu. En plus, c'est gratos, dites donc. C'est magnifique. C'est demain, donc à Aubervilliers. Rappelez-nous l'adresse, c'est important. Donc c'est 2 rue Édouard Poisson, Aubervilliers, et je précise que c'est gratuit et l'entrée libre grâce à une association qui s'appelle Périphérie, qui est une association du 93 qui accueille les documentaires d'auteurs qui ont un petit peu plus de difficultés à se financer et qui les accompagne. Vous comprendrez que les auditeurs de cette émission qui s'appelle Le Grand Forum viendront, j'allais dire, davantage motivés, parce que pour voir notre copain Nassim Lachlach, et on sera là, nous l'équipe du LGF, pour encourager notre copain Nassim Lachlach, qui est un homme intègre, Florence, vous avez pu le constater. Je le sais. Et intégrité. Ça c'est très subjectif, attention. Oui, non mais intégrité. Est-ce que intégrité et politique, ça fait bon ménage, Florence? Ah mais oui, justement, ils l'ont prouvé.
Mais d'ailleurs, c'est la définition même de la politique. Hein. On s'est écarté un petit peu de la définition de la politique, mais à la base, c'est ça. Et je voudrais juste signaler un tout petit point, c'est que pour moi, je me suis rendu compte en fait dans les quartiers qu'on est un petit peu à l'avant-garde de plein de choses. Et il serait temps en fait qu'on prenne conscience que les quartiers sont les laboratoires en fait de demain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que le mouvement des Gilets jaunes, moi ça s'est fait bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, toutes les paroles qu'on entend après le mouvement des Gilets jaunes, elles étaient déjà prononcées par les gens des quartiers que j'ai filmés. À savoir, il est temps de redonner le pouvoir au peuple. Mot à mot, c'est ce qui est dit dans le film et parmi tous les gens que j'ai rencontrés. Et également, La République en marche, cette idée de faire des mouvements ni gauche ni droite, enfin un petit peu à la croisée de tous les chemins, c'est quelque chose qui est né dans les quartiers. Voilà. Nassim ? Non, pardon, excusez, je sais pas si j'ai parlé en même temps. Et je disais, ça fait écho un petit peu aux débats qui traversent aussi le LGF, le Grand Forum, c'est-à-dire sur cette question notamment des Gilets jaunes, sur la violence qu'ils ont pu vivre aussi, la violence que les quartiers ont déjà vécue auparavant. On a l'impression qu'une partie de la France découvrait certaines problématiques, découvrait une certaine violence. Et comme c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés depuis un an, puisqu'on est quand même à 1 an de mobilisation quand même d'une partie de la population française, et on fait comme si de rien n'était, ça fait quand même 1 an qu'ils se mobilisent. Et ben voilà, je voulais juste dire que ça faisait quand même largement écho, ce que disait Florence, à tout ce qu'on discute et tout ce qu'on débat sur le plateau. Alors Florence, on est vraiment resté sur l'aspect professionnel et engagement politique. On n'est pas rentré dans l'intime, dans la vie privée du personnage. Hein. Bah, en fait, un peu. Bah, c'est-à-dire que ils ont une relation très intime avec la politique. Voilà, donc ça, faut voir le film. Oui, il y a des rires, il y a des larmes, il y a plein de choses. Il y a des larmes. Quelque part, on rentre, Christophe, dans l'intimité à partir du moment où on suit quelqu'un pendant longtemps. Il y a des familles, qui sont dedans. Moi, il y a ma petite sœur qui apparaît un moment, il y a ma mère qui apparaît un moment. Vous voyez, c'est des choses qui ça fait partie de notre intimité. On voit aussi le soutien qu'on peut avoir de nos proches, de nos amis, d'enfance, des choses comme ça. Et ça, c'est, vraiment, c'est très naturel, quoi. Je veux dire, c'est sans filtre. Pour le coup, c'est pas Insta, quoi. Moi, je vous parle tous là qui nous écoutez cet après-midi. Les amis, voilà, c'est fait. C'est pas le genre de film que vous verrez sur TF1, France 2, France 3. C'est un film, il faut se déplacer. C'est mercredi soir, demain soir. On vient encourager d'abord le travail absolument extraordinaire de Florence Gatillon-Saillon, qui a pendant plusieurs années filmé ces 4 personnes issues de quartiers respectifs différents, et dont fait partie notre ami Nassim El Achdash, et vraiment ça vaut vraiment le coup de venir, parce qu'on doit encourager aussi ce type d'initiative. On en a marre que cette banlieue, que ces quartiers populaires soient justement décriés dans les médias, soient ignorés ou soient catalogués. La représentativité est là pour le coup bien réellement affichée, et il est important d'aller encourager, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura de sollicitations, plus le film aura un bel avenir, et plus le travail de toute l'équipe sera récompensé. Donc on a aussi ce devoir de pouvoir s'engager, et peut-être d'aller, de perdre une soirée plutôt que de regarder Plus belle la vie, de venir voir un vrai film qui parle de la vie réelle, la vraie vie, voilà, celle de Nassim El Achdash et celle des 3 autres personnes dans ce film. Donc vraiment, je compte sur vous. Mon Nassim, en tout cas, nous on sera là. Florence, on sera là demain. Merci. L'équipe du LGF, les auditeurs, j'en suis sûr. On rappelle l'adresse une dernière fois, Florence. 2 rue Édouard Poisson, Aubervilliers, métro 7, Pantin 4 chemin, 20h30 demain, cinéma Le Studio. C'est entrée libre et gratos, donc vous voyez, même pas besoin de payer, donc formidable. Hein. Vous avez juste à vous prendre un petit grec avant, et puis tout ira bien. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va passer. Ça dure combien de temps le film? Il dure 1h30. Ah oui. Et après, il y aura un petit débat. Oui, bien sûr. 120 heures de rush. 120 heures de rush, 1h30 de film. Il a fallu faire un choix quand même, Florence. Exactement. Ça a dû être dur. Tout à fait. Tout à fait. Sans trahir justement ce que disait Nassim, lui qui a eu affaire à la télé à plusieurs reprises, sans trahir le message central. Et ça, c'est important. Et c'est là le talent d'une réalisatrice, ma chère Florence. Bon, eh bien rendez-vous demain soir à 20h30. On rappelle sur Facebook, Florence Gatineau-Saillant. Vous tapez mon nom et vous tombez sur moi. Je compte sur vous aussi, vous qui êtes, vous travaillez dans les mairies, vous avez envie de projeter ce film, n'hésitez pas à la contacter pour le projeter dans l'une de vos villes. Donc n'hésitez pas, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez de partout maintenant, sur la FM, sur le DAB, sur Internet, via l'application France Maghreb 2. N'hésitez pas à la solliciter, et c'est avec grand plaisir qu'elle viendra projeter son film pour que, là aussi, ça soit connu d'un plus grand nombre. Merci mon Nassim, à demain.
Merci beaucoup. À demain Christophe. À demain Merci Nassim. Florence, à demain Florence. Merci on sera beaucoup. là, en tout À cas, demain. et bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Dans un instant, oh là, j'en éternue. Dans un instant, le quiz. Je sais pas si c'est ça qui me fait éternuer. Gamal Abina, Rudy Kazi, qui sont restés très sages. Et ils ont écouté attentivement. Et ils seront là avec moi demain soir. Je compte sur vous, les gars. Merci beaucoup. Oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Je rappelle que demain, d'ailleurs, on aura un autre invité pour un autre registre. Est-ce que vous saviez, messieurs, que le 93, le département, est le département où il y a le plus de création d'entreprises? Bien sûr. Eh bien, à ce titre, nous recevrons justement Monsieur Création d'entreprise du 93 qui sera avec nous demain pour nous parler justement de cela. Je vais pas son nom là. Arrête. On le recevra demain en tout cas, ça c'est sûr. Pas de souci. Voilà. Bah oui, mon Rudy, écoute, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Ça sent de spontanéité, tu vois, dans cette émission, hein. Voilà. Bah oui. Bon, en tout cas, franchement, c'était bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Je suis content d'aller voir ce film demain. Voilà. Moi aussi. Et j'espère que vous serez tous nombreux et nombreux demain, donc à Aubervilliers, métro 4 chemins, donc pour aller voir ce film et encourager notre poteau Nassim Lachlash. Bon, c'est le temps que j'aime bien aussi dans cette émission, c'est le quiz. Et à mes auditeurs, tiens, je tiens à vous dire un petit truc. On est en train de récolter plein de cadeaux et vous allez pouvoir bientôt parier sur le gagnant. Et si vous gagnez, eh bien évidemment, on vous enverra un petit cadeau, hein. Donc il y aura 2 personnes ou 3, on verra, et puis vous parierez sur votre cheval, voilà, votre tiercé gagnant. Quoique aujourd'hui ils sont que 2. Canasson. Voilà, absolument. C'est parti pour le. Medjed, hein, pour arbitrer comme l'autre fois quand on était tous les deux. Le Medjed, il est parti manger des cacahuètes. Il est trop bon arbitre. Voilà, oui, absolument. Gamal Abina face à Rudy Kazi, c'est parti. Mes questions, je le rappelle, ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 12 novembre, messieurs, dames. Et celles et ceux, en l'occurrence ceux qui répondent avant la fin de la question, j'enlève 1 point. Je serai intransigeant, évidemment. Demain, un match aussi sympa qui s'annonce. Philippe Bouriaki, Abdeslamitash. Les 2 premiers, quoi. Les challengers. Absolument. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, bientôt d'ailleurs. D'ailleurs, je ferai un petit tournoi final, hein, pour le désigner le champion d'hiver du quiz. Hein, ça sera avec un quiz musical. Je vous prépare ça, vous allez voir, on va se régaler. Pour l'heure, mes questions par rapport à la date d'aujourd'hui. Première question. Inauguration d'un aéroport en banlieue parisienne en 1937, lequel? Charles de Gaulle. Non, ni l'un ni l'autre. Ah oui, l'aéroport du Bourget. Bourget, c'est Gamal qui l'a eu en premier. Le Bourget a été inauguré en 1937 et un 12 novembre. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Non, j'ai dit Bourget avant, mais non. Et toi, t'as dit aéroport du Bourget, moi je dis Bourget. T'as dit même Bourget après moi. Voilà. Je suis pas sûr. Si. Non. Je suis au casque, crois-moi. Je suis totalement impartial. Moi aussi, je vais mettre le casque. Ouais, bah mets le casque. Mets ton casque. Voilà. Moi j'ai le casque. Je suis obligé d'écouter parce que vous êtes tellement de mauvaise foi tous. Ça, c'est incroyable. C'est pas vrai. 1-0 pour Amina. Deuxième question. Je cherche un animateur de radio, mais aussi de télé, journaliste. Il fut d'ailleurs la figure emblématique d'une célèbre émission sur Canal+, né en 1935. Ah oui. Philippe Gildas. Philippe Gildas, c'est une excellente réponse. L'émission en question, c'était Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, effectivement. On s'en souvient d'ailleurs. Je suis rentré à la maison l'autre fois et j'ai regardé l'excellente émission de Mouloud Achour. Je vous la recommande. C'est Click. Franchement, c'est super. Avec. Je regarde, de temps en temps. Franchement, c'est bien. Mais il est bon, le Mouloud Achour. Click. Okay. Ouais, c'est ça. Donc 2-0 pour Abina. Tout n'est pas perdu encore. On continue avec ma 3e question. Je cherche cette fois-ci une chanteuse, auteure, compositrice, mais aussi comédienne belge, née en 1960. Elle nous a quittés malheureusement assez tôt. C'était en 2018, le 7 mai pour être précis. Morane est une excellente réponse. Morane, cette voix si particulière. Absolument. Effectivement, 3-0 pour Gamal Abina. 4e question, pour l'honneur en tout cas, pour notre ami Rudy Kazi. Ouais, chanteuse. 2011, décision du président du Conseil italien depuis 8 ans. De qui s'agit-il? Démission du président du Conseil. Berlusconi. Effectivement, qui a démissionné. Ouais. C'était en 2001, pas en 2011. D'ailleurs. En même temps, si tu dis 2001 au lieu de 2011... Il n'y en a pas les 10 qui ont démissionné. Non, pardon, je rectifie, c'était bien 2011. 2011, démission du président du Conseil italien, qui a été en poste depuis 8 ans. Forza Italia. Il s'agissait effectivement de Silvio Berlusconi. Président du Milan AC aussi à l'époque. 4-0. Attention. Cette fois-ci, c'est la 5e et dernière question. 1998.
Visite officielle du président Jacques Chirac dans un pays d'Amérique du Sud, lequel? 98. Ouais. Le Brésil. Non. Officiel, le Cuba. Non plus. Amérique du Sud. Ouais, non. Chili. Le Pérou. Non. Panama. Non. Bolivie. Non. Équateur. Non. Mexique. Mexique est une très bonne réponse, par contre sans faute. Mais Mexique, c'est pas l'Amérique du Sud. Hein. Absolument. Comment ça, c'est pas l'Amérique du Sud, Mexique? Ça va pas ou quoi, Rudy? Mexique, c'est l'Amérique centrale. Mais c'est le Sud. Non, on dit Amérique latine du fait qu'il parle espagnol, mais c'est pas du tout l'Amérique du Sud. Oui, hein. mais c'est quand même l'Amérique du Sud. Il est quand même champion, je suis désolé. C'est l'Amérique centrale. 5-0. Ah, il y a de la triche là. Comment ça, il y a de la triche? 5-0. Il a fait un parcours du PSG face à Marseille là. Voilà, il te l'a collé là. 5-0 mon pote. Ah oui, mais y a pas de souci. Mais par contre, le Mexique, c'est Il y a Amérique réclamation. centrale. Il y a réclamation. Mais si je peux réclamer aussi à ce moment-là. Non, il y a pas réclamation, mais c'est Amérique centrale le Mexique. Oui, c'est central, mais c'est pas grave. Ça reste du Sud par rapport aux États-Unis. Ah ben voilà, maintenant il commence à dire qu'il est d'accord. Non, il y a pas de triche pour ma part. Hein. Non, mais c'est un pays d'Amérique du Sud quand même, là, ce Mexique. Non, je t'assure que non. Mexico. On va retourner à l'école, les gars. On va retourner à l'école. Moi, le Mexique, je te le mets en Amérique du Sud, moi. Ouais, c'est géographique. Par rapport à l'espagnol, mais sinon c'est Amérique centrale. Ça reste quand même un pays du Mercosur. Voilà, c'est ça. Mexico. Bon, 5-0, on en a terminé pour le quiz. Gamal Abina, belle victoire. Hein. Tu vas remonter au goal average là, mon pote, avec ça. Plaisir. Ça fait plaisir. J'ai rendu la tâche facile avec les chanteuses françaises, machin. Mais non, les Belges. Les Belges, même là, t'es pas bon. Belge, tu vois. Prélude de Bach. Moins, tu vois. Prélude de Bach, quand même, cette voix magnifique, Morane. Magnifique. Les uns. Ouais, c'est pas mon style, mais. C'est quoi ton style d'ailleurs? Ouais, moi je suis plutôt hip-hop, plutôt black music. Mais moi c'est pas mon style non plus. Je suis soul, funk, jazz rock. Donc la prochaine fois tu poseras des questions un peu plus un peu plus sombres. Et moins variétés. Bon, en tout cas le quiz avec pour désigner le champion d'hiver, je vais prendre une quinzaine de titres. Vraiment, je vais aller loin, les gars. Je vais chercher un truc de fou. Un quiz musical. Ça va être très dur. Que sur la musique. Que sur la musique. Pour désigner le champion d'hiver. Hein. Ça peut être fort, ça. Mais dans tous les styles, hein, les gars. Moi, je suis capable d'aller chercher du Mozart. Je prends. Hein. Ah bah vas-y. Non mais révisez vos classiques. Moi, j'ai envie de vous dire. Les symphonies, je prends. Y a pas de problème. Mais ça sera évidemment que les intros. Il faudra reconnaître le chanteur. Voilà. Bon, on n'en est évidemment pas là. Demain, rendez-vous. Demain, nous serons le 13 novembre. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, monsieur Abina. Merci à toi. Merci, monsieur Kazi. Salut, à plus, Christophe. Et à très bientôt sur France Maghreb 2, évidemment. Et rendez-vous demain soir au cinéma, 20h30. On sera tous là. On va passer un bon moment et on va discuter avec notre ami Nassim Lachlache et encourager Florence Gatillon-Saillant, qui était avec nous, la réalisatrice de ce film, La Cité Politique. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao. Merci d'écouter France Maghreb 2. Une excellente soirée à vous, le journal de Sophie Tarrance. Bonsoir. Bonsoir à tous. 30 maisons détruites, des centaines de sinistrés, des écoles fermées jusqu'à nouvel ordre. Le séisme en Drôme-Ardèche a fait des dégâts. On fera le point au début de cette édition. 131 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons depuis le début de l'année, soit une tous les 2 jours. La dernière en date, Sylvia, une Alsacienne, poignardée dimanche soir alors qu'elle avait appelé à l'aide à plusieurs reprises. Et puis la colère des étudiants de Lyon et de toute la France. Après la tentative de suicide d'un jeune homme de 22 ans, il dénonce la précarité dont certains sont victimes. À la une, la terre a tremblé par 2 fois en 24 heures. La dernière fois, c'était cet après-midi à Strasbourg. Un séisme d'une magnitude 3,3 sur l'échelle de Richter qui a secoué les immeubles selon le réseau national de surveillance sismique. Il s'agirait d'un événement induit de l'activité humaine, en l'occurrence des activités de forage géothermique. Aucun dégât à déplorer, contrairement à la Drôme-Ardèche, donc, où cette fois un tremblement de terre a impacté hier les 2 départements. Séisme de magnitude 5,1, le plus important enregistré en France depuis 2003, et les dégâts sont importants. 30 maisons ont été détruites, 300 sinistrés ont passé la nuit dans des gymnases, 4 personnes ont été blessées. Écoutez les précisions de la préfète d'Ardèche, Françoise Souliman. Toujours pas plus, et heureusement, de victimes. On a beaucoup de dégâts matériels et on pense que c'est à peu près entre 250 et 300 personnes qui sont touchées vraiment de manière importante.
Nous continuons d'engager des équipes parisiennes qui vont venir notamment pour examiner l'après-séisme et voir qu'est-ce qui doit être entrepris, démoli, etc. Mais en attendant, c'est le conseil départemental et les services, notamment des pompiers, qui travaillent déjà à regarder dans un premier temps les fissures. Et notez que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est attendu au Teil ce soir, l'une des villes les plus touchées. L'État se mobilisera totalement dans le processus de reconstruction, a-t-il assuré devant les députés à l'Assemblée tout à l'heure. Plus d'une tonne de ballots de cocaïne ont été récupérés sur le littoral atlantique depuis plusieurs semaines, annonce ce soir du procureur de Rennes. Les petits sachets provenant probablement d'un bateau de passeurs qui a chaviré s'échouent le long des côtes sur une zone allant des Landes à la Pointe Bretonne. Personne n'a voulu nous écouter. Les mots de Stella, la fille d'une femme tuée dimanche soir par son conjoint dans le Bas-Rhin. Il s'agit là du 131e féminicide depuis le début de l'année. Plusieurs plaintes avaient été déposées par la victime. Les gendarmes lui auraient simplement conseillé de quitter son domicile. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois pour que le pire soit évité ? Écoutez les explications de Céline Piquet, elle est porte-parole de l'association Oser le féminisme. Femme tuée après femme tuée, on voit les mêmes défaillances de la prise en charge de la police, c'est-à-dire que finalement on banalise les violences faites contre les femmes, on ne sait pas mesurer le danger que courent ces femmes au moment de la séparation et on explique aux femmes d'un côté qu'il faut qu'elles aillent porter plainte, mais ensuite qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose, voire rien du tout, et il n'y a pas de mesures d'éloignement du conjoint qui sont mises en place alors que les dispositifs existent pour protéger ces femmes. Il y a nécessité de formation des policiers pour que les policiers savent mesurer le danger que courent ces femmes. Et on sait très bien que c'est au moment de la plainte, que c'est au moment de la séparation que le risque est le plus grand, du passage à l'acte jusqu'au meurtre. Des propos recueillis par Boris Karlamov. Notez que le mari de la victime, un homme de 58 ans, est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. La piste du féminicide aussi privilégiée après la découverte des corps d'un couple en Loire-Atlantique. 2 quadragénaires séparés depuis 10 ans, retrouvés dans une maison à la Plaine-sur-Mer. Ils étaient nombreux un peu partout en France à manifester aujourd'hui. Les étudiants et leurs syndicats se sont rassemblés devant le bâtiment du Crous et de leurs villes respectives pour tirer la sonnette d'alarme. Vendredi, un étudiant lyonnais s'est immolé par le feu dans un moment de désespoir, dénonçant la précarité de sa situation. Une souffrance ressentie par tous, selon Amine, membre du syndicat solidaire étudiant à Grenoble. Vivre avec 450 € par mois, est-ce qu'on peut appeler ça vivre? En fait, une bourse étudiante en moyenne, c'est 200-250 € par mois. Comment on peut vivre avec ça? Comment se loger dans des villes où le logement coûte de plus en plus cher? Comment on peut se nourrir? Comment on peut payer ses transports? On est plusieurs à devoir frauder. On n'a pas le choix. Comment se soigner? Que ce soit d'un soutien psychologique, d'un psy, c'est hors de prix pour un étudiant. On n'a pas les moyens d'étudier et de se soigner, ou de se nourrir et de se soigner. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choix, nous mettre dans des situations très difficiles, à pousser quelqu'un à commettre l'irréparable, en fait. Un propos recueilli par Pauline Guerguil, l'étudiant lyonnais qui a laissé une lettre expliquant son acte est toujours entre la vie et la mort, brûlé à 90%. Enfin, une opération escargot menée ce soir sur l'autoroute A63 au Pays Basque. Opération signée des indépendantistes catalans qui ont aussi bloqué ce matin l'autoroute A9 pendant plusieurs heures avant d'être délogés. Et voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.